Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur e-Radio, bienvenue dans votre émission Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Madame Fatou Blondin-Diop. Bonsoir Madame. Bonsoir Antoine. Vous êtes membre de la coalition Sonko Président. Mamadou Thiam, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous faites partie de nos invités, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la coalition du président Macky Sall ou du candidat Macky Sall. D'abord, la campagne électorale, on en est à son 3e jour. Comment vous appréciez son déroulement de façon générale et pour votre candidat Ousmane Sonko, Madame Blondin? Tout d'abord, merci à e-Radio de nous donner l'occasion de nous exprimer. Merci à mon co-débatteur et aux auditeurs, téléspectateurs sur Internet. Oui. Et je m'excuse d'avance pour la voix un tout petit peu éteinte, mais le contenu y sera. Ouais, on l'espère bien. Très bien. Donc, on s'est au bout de 2 jours de campagne. Donc là, on rentre dans le 3e jour. Oui. Effectivement, nous sommes vraiment dans le cœur de l'action. Mmh. Nous avons commencé par Dakar, en sillonnant les différents quartiers de Dakar et en terminant sur la place aux allées du Centenaire. Et nous avons eu un accueil spontané, très favorable et qui est à l'image du peuple qui entend Ousmane Sonko, du peuple qui entend le message qu'il diffuse et du peuple qui est sensible à ce renouveau qu'il appelle dans tout son programme et dans tout son être. Vous êtes rassuré par ce que vous avez vu? Nous sommes totalement rassurés. Nous sommes totalement rassurés parce que si la décision finale se fait sur la base du programme, sur la base des propositions et sur la base de la crédibilité de la personne qui apporte ces propositions, c'est très important dans ce Sénégal d'aujourd'hui. Les valeurs, le respect de la parole, on peut voir dans le passé et appréhender la personnalité de celui qui porte ce projet. Et nous sommes tout à fait confiants sur le fait que nous sommes entendus et nous sommes spontanément perçus. Vous êtes entendus parce que vous avez vu tout simplement une foule. Est-ce que vous pouvez vous fier à cette foule pour dire que vous êtes bien entendus? Ça peut prêter à confusion. Effectivement, on a vu des candidats qui ont drainé beaucoup de foules et qui n'ont pas eu les résultats. Et on a vu beaucoup de candidats qui ont payé et qui ont amené des foules et qui n'ont pas eu les résultats. Donc, ce n'est qu'un des éléments qui permet d'apprécier la valeur d'un candidat. Il y a son passé, il y a le travail qui a été effectué, et puis nous sommes qu'au 3e jour de la campagne. Il y a encore pratiquement 2 semaines et demie de travail pour convaincre, pour se faire entendre. Et donc c'est sur la base des retours que nous avons et des convictions et des fortes convictions de ce que nous proposons aux Sénégalais que nous sommes totalement rassurés et confiants de l'issue de notre travail. On va aborder plus tard le volet programmatique. Permettez-moi de revenir là-dessus plus tard. Alors, Mamadou Thiam, de la coalition Benno Bokk Yakaar, la campagne électorale en est à son 3e jour. Ce que vous avez vu vous fait dire quoi? Alors, merci beaucoup Antoine. Je voudrais, avec si vous le voulez bien, saluer d'abord les auditeurs de e-Radio et me réjouir par la même occasion d'avoir l'honneur et le plaisir de venir prendre part à vos émissions dans la radio e-Radio, dans le groupe Immédiat. Oui. Et vous souhaitez vraiment bonne chance à vous et à vos collaborateurs. Merci Mamadou. Alors, Antoine, c'est d'abord un plaisir, mais un plaisir d'abord global. Global pourquoi? Parce qu'il y a seulement quelques jours, Antoine, à entendre un certain nombre de leaders de l'opposition, on avait l'impression qu'il n'y aurait presque pas d'élection. On avait l'impression justement que démarrer les élections reviendrait justement à gérer des problèmes de sécurité presque insolubles. Parce qu'il y avait une tension perceptible. Parce qu'il y avait, vous avez dit perceptible. Or, la perception ne relève pas du fait. Et malheureusement, les éléments de perception de cette violence-là étaient fortement entretenus par le discours souvent extrémiste, non fondé, radical de l'opposition. Et à chaque fois qu'on en arrive aux faits,
heureusement pour le Sénégal, à chaque fois qu'on en arrive aux faits, des constats clairs, précis, les constats et les faits démentent les discours alarmistes de cette opposition. Donc ça, c'est vraiment un premier élément de satisfaction. Le deuxième élément de satisfaction, que je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les désaccords des candidats, nous devons tous être d'accord sur une chose. C'est que globalement, nous avons les meilleures conditions réunies. Jamais on a eu d'aussi bonnes conditions pour un débat démocratique, pour un débat d'ordre électoral qui est axé principalement sur les programmes et sur les projets de société. Débat démocratique entre candidats, vous le souhaitez? Non, quand je parle de débat, le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait 5 candidats, vous faites une émission où vous avez je comprends bien, mais je vais au-delà de vous-même. Oui. Permettez-moi d'abord de dérouler. Ensuite, vous pourrez me relancer, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, le simple fait qu'on puisse avoir 5 candidats qui parlent presque tous programme, qui ont la possibilité d'être écoutés et d'être entendus par les Sénégalais. Ça, c'est une situation inédite et globalement positive. D'autant que le choix des 5 candidats ne relève pas d'une décision prise ça et là. Cela relève d'une initiative qui a été sanctionnée par le peuple sénégalais et par les citoyens, ce qui fait que M. Sonko aujourd'hui est là, il est candidat, comme le président Macky Sall, c'est parce qu'il a fait preuve justement de combativité, il a fait preuve d'organisation et il a démontré justement qu'il est suffisamment représentatif pour être candidat. Et nous saluons cela. Donc le fait que le président Macky Sall et son gouvernement aient pris l'initiative courageuse, ça aussi ça fait partie du bilan, aient pris l'initiative courageuse de dire nous devons demander aux Sénégalais de départager les candidats à la candidature afin que notre démocratie puisse atteindre un certain niveau de maturité. Ça aussi c'est quelque chose de formidable. Mais malgré tout et paradoxalement, que n'a-t-on pas entendu et que n'a-t-on pas vu à propos du parrainage? Ce sera la même chose. Aujourd'hui, Antoine, chaque candidat ou chaque membre d'une liste ou d'une coalition va tirer la couverture à soi, va dire que ce qu'on a vu me rassure, ce qu'on a vu, etc., etc. Mais Antoine, je vous dis, le 24 février, Inch'Allah Rabbi, tout le monde saura qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Et ça se passera dans le plus grand calme, dans la sérénité. Vous êtes très confiant. Nous sommes très confiants parce que nous sommes sûrs que nous avons le meilleur candidat. Vous avez parlé de débat démocratique entre coalitions. Maintenant, je vais au-delà de ceux qui sont membres de cette coalition, mais entre candidats, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait débat entre les différents candidats? Mais le débat, il est de plusieurs ordres, Antoine. Maintenant, si vous m'en parlez d'un débat... Macky Sall, Ousmane Sonko, Macky Sall, Idrissa Seck, je parle de ça. Donc, intramuros, organisé avec la présence de journalistes, etc. Vous le savez comme moi, vous êtes un professionnel de l'information et de la communication. Les débats de ce genre-là, dans les autres pays qui l'organisent, nécessitent une structure qui va en assurer, qui est neutre, qui va en assurer l'organisation et la gestion. Nous en avons ce genre de débat nécessite quand même que les acteurs ou les parties prenantes soient informés et associés avec un cahier de charge clair et précis des mois donc avant ces échéances-là. Mais sur le principe, moi, je ne suis pas contre à tout ce qui peut permettre de nourrir et d'enrichir le débat démocratique et de créer les conditions pour que le peuple sénégalais puisse choisir dans les meilleurs termes. Maintenant, vouloir quelque chose aussi me pousse à exiger. Il faudrait que ce genre d'activité, que nous puissions avoir et le temps devant nous et les moyens devant nous pour l'organiser de la meilleure manière qui soit. Mieux, ce genre de débat-là aussi, à mon sens, doit obéir à un minimum de règles. Si demain, par extraordinaire, il y avait un deuxième tour, là, le peuple aurait déjà décidé, aurait dit qu'un tel et un tel ont la légitimité nécessaire et requise. Nous avons choisi qu'ils s'affrontent. Nous avons choisi qu'il y ait une finale. Donc, dans ces cas de figure-là, on peut envisager peut-être un débat. Mais, malheureusement, ce cas de figure ne se produira pas. Il ne se produira pas, tout simplement. Parce que vous allez passer au premier tour. Parce que le peuple sénégalais est une fois de plus conscient qu'à travers le président Macky Sall, nous avons le meilleur candidat de l'histoire du Sénégal. On reviendra sur les programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Madame Blondet, je voudrais bien vous entendre sur le sujet. Est-ce qu'il faudrait quand même penser à des débats entre candidats? Voilà, je vais juste faire un petit retour. Oui. Parce que M. Thiam a parlé de tensions entretenues, voire même provoquées par l'opposition.
C'est juste pour rappeler que il n'y a rien de plus violent que les méthodes utilisées dans le parrainage depuis sa conception, son adoption sans débat, qui est sans précédent depuis que nous avons des avancées démocratiques, et les méthodes mises en œuvre pour caler. Un seul exemple, remplacer les signatures des citoyens par la qualité d'une clé USB pour l'éliminer. Pour moi, la violence, elle n'est pas seulement physique, et c'est aussi ça, la violence. Je rappellerai aussi que nous sommes de l'opposition, mais c'est nous qui avons eu notre siège qui a été pillé à des heures indues par des personnes. Il y a 2 semaines. Voilà, par des personnes et jusque-là, qui sont supputées. Oui. Et il n'y a pas d'empressement. Il n'y a pas d'empressement, en tout cas, pour trouver qui a fait quoi. Dans un pays qui est censé être ceinturé, sécurisé, on nous vend des méthodes de renseignement, on nous vend le calme, on nous vend des sécurités de haut niveau. Mais quand dans un quartier qui a pignon sur rue, sur la route de l'aéroport de Dakar, il se produit ce genre d'événement, au bout de 3 semaines, l'enquête, est là. Donc ça, c'est pour la troisième violence que nous avons subie. Décidément, la coalition Sonko Président est vraiment une cible. C'est ce qui s'est passé. Une cible. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir parce que, comme on dit, vous me permettrez l'entorse en Wolof. Faut amul dara ken du fa xex. Je pense que ce n'est pas un hasard et que quoi qu'on fasse comme la méthode Coué, on va gagner. Ils savent pertinemment que PUR avec son électorat, Idi 2019 avec son électorat, Sonko président avec son électorat, Madi Kenya avec son électorat et je n'oublie personne, réunis tout cela, il est mathématiquement et légalement, je ne dis pas d'autres méthodes, à la DAF, au ministère de l'Intérieur, des cartes de non distribuées et d'autres méthodes, mais il n'est pas possible au niveau des urnes d'avoir la majorité. Vous envisagez donc un second tour? Ça, c'est le minimum. C'est le minimum dans ce Sénégal qui se respecte. Gagner au premier tour. Vous-même? Ah oui. Nous sommes prêts à gouverner, nous. Malgré tout ce qu'on dit, nous sommes prêts à gouverner. Et nous travaillons depuis très, très longtemps. Seulement, nous ne le faisons pas à Arena, nous ne le faisons pas au Grand Théâtre. Nous n'avons pas des grands ténors internationaux qui chantent nos louanges à longueur de journée sur les stations qui leur appartiennent. Donc, en ce sens, on est peut-être un peu moins entendu. Voilà. Ça fait partie du jeu. Oui. Ce n'est pas l'électorat. C'est la communication. Donc, ça, c'est autre chose. Ce que je peux dire à propos du débat, c'est quelque chose qui est souhaitable pour une démocratie mûre. J'estime que nos journalistes, l'APS, la radio et télévision nationale, tout ce qui s'est fait dans le privé depuis que Sud FM a commencé, nous avons parcouru une distance énorme. Et donc j'estime que nous avons les compétences, nous avons le matériel et nous avons la maturité pour tenir un tel débat. Et nous avons eu 2 alternances, donc chaque fois on doit avancer. Quant à l'organisation, je pense que nous sommes tous mûrs pour savoir où s'arrêter et nous avons pour souci d'être audibles par l'électorat parce que nous nous adressons à l'électorat. Donc je pense que tous ces candidats sont quand même des hommes responsables, des hommes qui aspirent à diriger le pays et des hommes qui ne sont pas dans des attaques personnelles mais plutôt dans des critiques de programmes et des contre-propositions de programmes. Et effectivement, moi, je fais tout à fait confiance à notre espace médiatique pour organiser un débat de qualité. Ça se fait dans d'autres pays africains. Et moi, j'estime que nous sommes tout à fait en mesure de le faire. Et en tout cas, le candidat Ousmane Sonko est tout à fait prêt à participer à un tel débat si jamais ça se tenait. Merci. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Madame Fatou Blonay Diop de la coalition Sonko Président et Mamadou Thiam de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, Mamadou Thiam, quelles sont
les arguments de Macky Sall au plan programmatique face à ses adversaires qui attaquent son bilan. Alors, Antoine, quels sont les arguments de Macky Sall au plan programmatique face à des adversaires qui attaquent son bilan? On me permettrait donc de répondre autour de 3 points. Allez-y. Le premier point d'abord, c'est que le premier argument du candidat Macky Sall, c'est Macky Sall lui-même. Macky Sall lui-même, parce qu'Antoine, au moment où je vous parle, et ça c'est factuel, personne ne peut me démentir, il n'y a aucun Sénégalais aujourd'hui qui a l'expérience que M. Macky Sall a. Il n'y a aucun Sénégalais, malgré son âge, il est encore assez jeune, le président Macky Sall. Il n'y a aucun Sénégalais qui a occupé autant de stations de responsabilité. Il n'y a aucun Sénégalais qui a une maîtrise si parfaite des rouages de l'administration, de la finance, des relations internationales, mais surtout, il y a très peu de candidats, Antoine, qui ont cette capacité extraordinaire à interagir avec ses collaborateurs, à gérer les relations humaines et à assurer, in fine, un leadership aussi efficace. Donc le premier élément qui plaide en faveur du candidat Macky Sall, c'est Macky Sall lui-même. Un homme dont la trajectoire qui vient quand même de catégorie sociale assez défavorisée, qui connaît ce que c'est que la pauvreté, qui sait ce que c'est que le challenge, qui sait ce que c'est que l'envie irréfragable de réussir et de sortir d'une situation justement décidée pour vous par le destin, mais qui comprend mieux que quiconque qu'aucun destin ne saurait nous condamner à avoir une destinée non remarquable. Le deuxième élément, comme vous le dites, c'est d'abord son bilan. Le bilan de M. Macky Sall, il est élogieux à plus d'un titre. Mais pour comprendre son bilan, il faudrait comprendre le contexte de mise en œuvre du bilan. Quand le président Macky Sall est arrivé, il était surtout dans une démarche de redressement de notre économie, où tous les fondamentaux étaient en terre. Tous les fondamentaux étaient à terre, plutôt. Le meilleur exemple, c'est la situation de l'électricité. Oui. À chaque coin de rue, c'était des groupes électrogènes. À chaque coin de rue, c'était des groupes électrogènes. Avant l'alternance. Avant l'alternance. En 2012. En 2012. Oui. Et cela se symbolise par les chiffres. Jusqu'en 2012, de 1960, Antoine, à 2012, la production globale du Sénégal en matière d'énergie, d'électricité, c'était 500 MW. Aujourd'hui, nous en sommes à 1040 MW. Nous avons plus que doublé la capacité de production du Sénégal en seulement 7 ans, comparativement à ce qui s'est fait depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade. C'est carrément un changement d'échelle auquel on a assisté. Et pourquoi l'électricité est si importante, Antoine? Parce que c'était un préalable. Le président Macky Sall a dit, ma véritable ambition, vous ne pourrez la mesurer que lorsque justement je serai réélu en tant que président en 2019. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 2019 que j'aurai réuni toutes les conditions de décollage de notre économie. Parce qu'entre 2012 et 2019, c'est un mandat de redressement. Redressement de notre économie. Aujourd'hui, les investisseurs, ils peuvent venir très facilement. L'industrialisation dont tout le monde parle, tout le monde peut en parler parce que tout simplement, les préalables et les conditions de base à cette industrialisation, nous les avons posées en termes d'infrastructure, en termes d'énergie. Quel est l'investisseur qui viendra investir au Sénégal si le coût de l'électricité est 2 fois, 3 fois plus cher par rapport à ses concurrents, par rapport à d'autres pays? Quel est l'investisseur qui va venir mettre ses billes dans notre pays si nos infrastructures en matière de transport pour travailler, le jeune employé qui n'a même pas 100 000 francs va passer 2 heures de temps entre son lieu d'habitation et son lieu de travail? Il y avait des bases à poser. Le président Macky Sall, pendant 7 ans, a posé ses bases tout en n'oubliant pas l'inclusion sociale. Il vous reste 1 minute. Merci de me le rappeler. Donc, c'est dire, d'abord, c'est le meilleur candidat, l'homme lui-même. Il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison en termes de valeur, en termes de trajectoire, en termes d'expérience. Il a aussi un excellent bilan, et j'entends rarement les opposants s'attaquer à ce bilan-là. Ils parlent plutôt de cadrage, de priorité. Et enfin, le programme qu'il a, c'est un programme justement de décollage carrément, avec un certain nombre de propositions et d'actes sur lesquels nous pourrions revenir.
Très bien. J'aime bien vous écouter parler parce que c'est important que les Sénégalais sachent qu'est-ce que tel candidat propose, qu'est-ce que tel autre candidat propose. C'est pour ça que je vous donne assez de temps de parole pour pouvoir expliquer. C'est la démarche, en tout cas, dans cette émission, qui consiste à écouter les différentes coalitions. Alors, Madame Fatou Blondin Diop, qu'est-ce que votre candidat propose aux Sénégalais pour qu'ils puissent adhérer à son projet et à voter pour lui? Très bien. Vous avez 5 minutes. D'abord, la rupture complète avec ce système archaïque. Donc, M. Thiam vient de nous dire que Macky Sall en est le produit parfait. Parce que ce qu'il déclare avoir voulu changer radicalement en 2012, sur les 12 ans, il est comptable pendant au moins 7 à 8 ans. Donc, je veux dire quand même, il faut pas l'oublier, les Sénégalais sont encore là. Pendant que ces mauvaises décisions, tous ces problèmes qu'il dit que voilà, c'était de la mauvaise gestion. Donc nous, de la même manière, nous voulons effectivement proposer tout à fait une rupture par rapport à la conception même de la gouvernance telle que nous l'avons héritée des indépendances et telle que cela a été pratiqué par les différents gouvernements socialistes et puis leurs successeurs désignés, le PDS, puisqu'on avait bien voulu éliminer des gens comme Cheikh Anta, et puis leur fils putatif naturel qui est aujourd'hui Macky Sall, voilà, voilà. Donc ce système-là, Macky Sall, fils naturel de Abdoulaye Wade. Peut-être que vous ne le savez pas, mais bon, voilà, il l'a formé. Il en a fait tous les échelons que vous venez de dire. Voilà. Effectivement, non, mais c'est un produit. Parce que moi, je veux bien qu'on décrit, entendre Macky Sall, le candidat, décrier ce passif, mais je voudrais que de temps en temps, qu'il dise merci au président Abdoulaye Wade. Qu'il dise merci. Et ça, c'est important. Ils peuvent avoir des problèmes, mais aller inaugurer le building et tenter d'effacer Abdoulaye Wade dans l'histoire du Sénégal, ça, je trouve que non, c'est pas digne. Voilà. Quant à nous, ce que nous voulons, nous, c'est autre chose. Nous ne nous inscrivons pas dans cette tradition naturelle de relations pratiquement axées autour de l'héritage colonial, du modèle économique colonial, et qui fait que nous produisons très, très peu et très mal, avec des outils qu'on tente tant bien que mal à travers des programmes que je salue comme le PUDC, à travers d'autres programmes de mécanisation de l'agriculture, mais qui tentent, on n'arrive pas à en sortir parce que c'est une chaîne de valeur. Une fois qu'on a produit l'arachide, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a la commercialisation. Et là, on se trouve dans une autre problématique. Donc, c'est ce système d'économie, des institutions et du modèle social hérité de l'époque coloniale que nous disons aujourd'hui, ça a vécu, ce n'est plus le relais pour amener le Sénégal beaucoup plus loin. Nous ne renions pas tout, mais nous disons que ça a atteint ses limites et c'est en train justement d'être un frein. Et donc, aujourd'hui quand même, le monde est en train de se refaire, Monsieur Diouf. Aujourd'hui, nous avons une opportunité, nous les pays africains. Le modèle démocratique vendu par l'Europe est en train d'être déconstruit par les Européens. Et pourquoi nous, on continue à nous y mettre? L'Amérique n'est pas en reste. Et donc nous devons avoir cette liberté, nous devons avoir cette capacité de l'homme noir africain à construire son devenir et à y croire à son propre modèle. Et c'est en cela que nous disons anti-système. Nous voulons bien d'une administration, mais d'une administration plus performante avec d'autres mécanismes. Donc, quand on dit ça, donc nous voulons renouveler le pacte républicain, réconcilier le citoyen sénégalais avec ses institutions, redonner le respect à ces institutions. Nous voulons que ces institutions de la République retrouvent leur valeur, que ce ne soit plus seulement la présidence de la République qui soit le point focal de tous les centres de décision. Nous avons évidemment un plan économique, nous avons évidemment un plan social. Oui, donc, justement, voilà. On reviendra sur le volet social, mais quand même terminer parce qu'il vous reste 1 minute et on reviendra aussi sur la bonne gouvernance et d'autres aspects relatifs à l'agriculture.
Oui, pour terminer sur ce point précis, votre programme de façon globale, vous entendez changer radicalement le Sénégal, si je vous entends parler. Nous changerons par les méthodes, parce que on a des opportunités, on a quand même avancé. Moi, je ne suis pas nihiliste. Je ne suis pas en train de dire que le Parti socialiste n'a rien fait. Et on a hérité d'une administration. Oui. Abdoulaye Wade a quand même permis au Sénégal de voir, moi je disais, une vision d'une grandeur du Sénégal dans le monde. Macky Sall est venu sur les trajets, il n'a rien inventé avec les infrastructures. Abdoulaye Wade s'appelait le bâtisseur, que je sache, si on n'a pas oublié ou si on l'a pas nié entre-temps. Voilà, donc je dis que il a continué sur cette lancée. Mais on voit très bien que ce modèle n'est pas inclusif. Et même en tentant de mettre des actions comme la bourse sociale, comme les bourses sociales, comme on voit que dans la méthodologie, ça peine. Bourse familiale. Excusez-moi, vous avez raison. Oui. Donc on voit que ça tente quand même à prendre racine et à prendre forme. Et quelque part, on a l'impression que c'est gérer un peu la misère et c'est très clientéliste dans son approche. Donc, aussi bonne que soit l'idée, on se retrouve toujours avec une administration, on se retrouve avec des institutions, on se retrouve avec des concentrations de pouvoir où le grand bourg, et non pas celui qui est élu et qui sait que ce qu'il a, c'est pas à lui, c'est celui qui est en face pour lui donner tout le respect qu'il lui doit, mais qui pense que lui tout seul, il peut décider de ce qu'il a à faire et des méthodologies et que les concertations n'existent presque plus. Très bien. Et que tout doit décider en... Vous avez embrayé sur le volet social. Le programme social du président Macky Sall, disons, on va d'abord parler de bilan avant de dire programme social. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan d'abord, ou bien vous pensez que vous pouviez faire mieux que ce que vous avez fait? Vous savez, Antoine, l'être humain n'est pas parfait. Ce serait prétentieux de dire qu'il n'y avait aucun élément d'amélioration qui était possible. Non. Mais lorsque vous analysez, vous regardez la situation de référence, là d'où nous venons, 2012, malgré les réalisations des uns et des autres, et vous voyez l'extraordinaire bond en avant que le Sénégal a fait dans tous les domaines. Moi, j'habite Guédiawaye. Et si je peux habiter Guédiawaye et travailler à la présidence de la République, c'est parce que je savais, en 2013 déjà, qu'il y avait un projet structurant qui avait été entamé par le président Wade, mais qui était bloqué au niveau de Cameroun, et que le président Macky Sall, avec son leadership, allait le débloquer. Et qu'avec la VDN, aujourd'hui, entre Guédiawaye et Foire, je le fais en moins de 5 minutes. Ça, c'est extraordinaire. Quand je passe sur ce pont-là, qui est long de 950 mètres, c'est une première, je comprends justement que le Sénégal a changé d'échelle. Nous sommes dans une autre dimension. Alors, en matière de... Ce que je regrette malheureusement, c'est que nos opposants passent tout leur temps à faire du diagnostic. Diagnostic et critiquer. L'ère du diagnostic, le temps de la critique facile, elle est révolue. Madame, elle est révolue. Nous sommes en campagne électorale. Ce que nous attendons, c'est que les uns et les autres, nous avons un bilan, les autres n'en ont pas. Les uns et les autres parlent de leur programme. En matière de bilan social, le PUDC, elle-même, elle dit, et son leader l'a reconnu, que c'est un excellent programme qui a fait de très bons résultats. Donc, je n'en parlerai pas. En matière d'inclusion sociale, elle est un peu contradictoire. Elle salue les bourses sociales et d'autres avancées qu'on a fait, mais elle considère juste qu'il y a une dimension politique ou une dimension politicienne. Alors que paradoxalement, les bénéficiaires de ces bourses de sécurité familiale sont choisis par un groupe de personnes allant du chef de village à l'imam et à l'ensemble des identités remarquables de chaque localité. Il ne revient pas au président. Le président ne peut pas choisir 400 000 personnes. C'est impossible. Donc, il n'y a aucune volonté de politisation. Même si c'était politique, nous, ce ne serait pas très efficace de notre part. En quoi est-il efficace de faire bénéficier à des personnes qui sont déjà non militants? En quoi est-il efficace de leur faire bénéficier justement de bourses? Il aurait été plus intéressant d'en faire bénéficier à d'autres, peut-être qui ne sont pas avec nous, en vue de les inciter éventuellement. Oui, au moins ces personnes sentiront que l'État du Sénégal, sous la direction du président Macky Sall, pense à eux. Donc, il n'y a aucune cohérence. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils savent. Ils pensaient que c'était impossible et ils ont constaté que Macky Sall l'a fait. C'est pourquoi je dis, sur le plan social, PUDC, bourse familiale,
carte d'égalité des chances. Aujourd'hui, lorsque vous êtes frappé d'handicap, Antoine, vous êtes automatiquement bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale. Là aussi, on va me dire que le fait d'être handicap, c'est le régime qui le choisit. Non, ce n'est pas le régime, c'est un état, c'est une situation. Quand vous êtes atteint d'handicap, vous êtes automatiquement bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale. Deuxièmement, vous avez accès à la carte d'égalité des chances, qui vous garantit la gratuité sur tous les moyens de transport public, à Dakar comme à l'intérieur du pays. Ça, si ce n'est pas de l'inclusion sociale, qu'est-ce que c'est que l'inclusion sociale? Qu'on me donne la définition de l'inclusion sociale. Il y a énormément d'autres activités, énormément d'autres initiatives. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux au plan social? Alors, au plan social, si vous êtes réélu. Au plan social, ce que nous voulons faire de mieux, c'est carrément sortir de la logique d'assistanat et de soutien qui est nécessaire au début pour justement amener ces catégories sociales vulnérables ou fragiles à être réellement maîtres de leur destin. C'est pourquoi le président Macky Sall l'a clairement expliqué. Il va faire un PSE qui s'intitule Société numérique mais inclusive. Comment justement les nouvelles technologies de l'information vont être mises au profit des uns et des autres pour rattraper des gaps et pouvoir s'insérer dans notre société. Il y a aussi le PSE, une économie sociale et solidaire, à travers justement la DER, qui est l'une des phases pilotes justement de ce PSE que nous voulons bâtir, créer les conditions pour que les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont du talent, ceux qui ont du savoir, ceux qui ont du savoir-faire, ne puissent pas être bloqués parce que tout simplement, Antoine, ils n'ont pas un 500 000 ou un 1 million pour démarrer. Je vais vous raconter une anecdote, Antoine, pour vous dire en quoi cette économie sociale et solidaire est essentielle. Il m'est arrivé de faire recours au service d'un menuisier métallique, chez moi, pour des travaux. J'ai constaté que ce menuisier était accompagné par un autre menuisier qui l'aidait et qui restait souvent plus tard que le titulaire ou que le patron. À la fin, j'ai même remarqué que ce menuisier qui venait aider était plus compétent techniquement que celui qui avait gagné le marché. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne vous mettez pas à votre compte? Il m'a dit, cher grand, je n'ai pas d'argent. J'ai rétorqué, il vous aurait fallu combien pour démarrer? Et vous savez ce qu'il m'a répondu, Antoine? Il m'a dit juste 300 000. 300 000 francs CFA aurait permis à ce menuisier métallique, j'espère qu'il m'écoute, qu'il m'entend, qui habite à Fidmi dans le Guédiawaye où j'habite moi-même, de démarrer son entreprise, d'être son propre patron, de gagner éventuellement des marchés, de nourrir sa famille et de créer des emplois. Et finalement, vous l'avez aidé? Je l'ai mis en relation. Je lui ai donné un certain nombre d'informations. Je ne peux pas l'aider en tant que tel parce que je ne suis pas celui qui démarche, bien sûr. Voilà, mais en termes de démarche, en termes d'orientation, en termes d'information, non seulement je l'ai aidé, mais c'est cette personne-là qui fait partie des déclics qui m'ont poussé à mettre en place un mouvement politique, mais aussi de développement, dont l'objectif est d'accompagner justement ces jeunes-là, de les aider à formaliser des projets, à décrocher des financements et à pouvoir vivre donc décemment. Bilan social donc positif. Au maximum des opportunités que l'État leur offre. Macky Sall a un bilan social positif. Très positif. Alors, le volet social de votre candidat, Madame Fatou Blonay, Diop, va consister, le bilan social de votre programme va sans doute intéresser de nombreux Sénégalais. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire mieux que Macky Sall? Mais Antoine, évidemment qu'il est possible, j'espère, parce qu'on ne peut pas dire que au Sénégal, que les problèmes sociaux soient résolus. J'en veux pour preuve le journal télévisé et les morceaux rouges à longueur de journée. Ça a du sens un peu partout, que ça se passe comme ça un peu partout. J'en veux aussi pour preuve que je ne sais pas quel est le programme pour 2019, mais j'ai entendu que le nombre de bourses sociales allait augmenter. Donc on n'est pas en train de résorber, on est plutôt en train d'augmenter l'assiette. En tout cas, dans le budget qui a été voté au mois de septembre. Donc si c'est positif, c'est peut-être encore... peut-être pas dans le sens où nous l'entendons. Ça veut dire donc comment nous l'entendons, ce programme social. D'abord, nous estimons que il y a confusion quand on dit social. Il vient de le dire, l'ADER, il y a le ministère de la Femme, le ministère des Jeunes, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les fonds politiques, il y a les fonds dans les mairies et toutes sortes de fonds que nous ignorons même. Donc, il y a énormément d'argent qui est redistribué peu ou prou. La manière et à qui c'est destiné, ce n'est pas clair et c'est certainement pas équitable.
Et ça aussi, ça fait partie de l'héritage. Parce que depuis les années 60, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. On n'a fait que continuer ce qui existait déjà avec d'autres types de fonds. Donc, nous estimons que ces fonds-là, le fonds pour les jeunes, ça existait déjà. Hein. On a mis à la place de l'ANPEJ, on a mis autre chose, mais l'un dans l'autre, il y a énormément de fonds qui sont redistribués. Donc, nous estimons qu'il n'y a pas de lisibilité dans ces fonds quand on entend que quelqu'un comme le ministre Moustapha Diop était le ministre des femmes parce qu'il distribuait plein d'argent dans tous les groupements de femmes. Bon, on se pose des questions. Donc, une république, ça se gère de manière transparente, de manière équitable. Et donc, nous estimons qu'il y a lieu de faire l'audit de tout ce qui est fait. Vous allez le faire? Il y a lieu de faire l'audit de tous ces fonds un peu partout, logés un peu partout, de voir qu'est-ce qui est redondant, de voir où est-ce qui est le plus pertinent et surtout de voir quelles sont ce qu'on appelle les zones grises ou les zones noires, les laissés pour compte qui inondent les plateaux de télévision avec, comme on dit, une fameuse vidéo virale. Et vous, voilà, qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais? Effectivement, c'est quand même important. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, quand je parle de social, moi je parle surtout de réduire les inégalités. Comment? Parce que réduire les inégalités, si vous permettez. Oui, allez-y, expliquez-nous. Voilà, ça veut dire égalité des chances face, évidemment, quand il y a des difficultés, mais aussi quand il y a des recettes. Ça veut dire que, par exemple, quand il s'agit de faire des choix, d'utiliser nos fonds, parce que pourquoi le social est en reste? Parce que on ne peut pas faire appel à la Chine ou à la Turquie pour aller financer. C'est pour ça que le social est en reste. Donc nous avons à cœur d'abord de travailler sur l'éducation. D'accord. Pour moi, il y a un gros déficit d'éducation pour résorber l'employabilité. Excusez-moi. Il y a le rôle de la famille. Dans le package, quand je dis famille, je dis la maman, je dis l'enfant, je dis l'éducation de l'enfant, et il y a le chômage des jeunes, hein, et il y a l'adéquation de la formation, il y a l'adéquation de la formation avec les métiers, qui fait que il y a certains métiers, par exemple, tout simplement, là, on décide de faire Yamniadio, c'est ton choix. Le président est libre de le choisir, mais on est obligé de faire appel pour beaucoup de métiers à des expertises étrangères. On décide de faire les cartes biométriques, on fait quand même aussi appel à des... Donc, l'adéquation des métiers avec le Sénégal qui évolue. Donc, il y a peut-être une jonction à faire pour résorber l'employabilité. Donc, nous avons à cœur donc l'éducation, nous avons à cœur la réduction des inégalités, et nous avons à cœur de remettre la famille, le foyer, au cœur de la préoccupation de l'État, et non pas seulement les bétons, les murs, et qui sont certes indispensables. Et on les salue quand on en dispose, mais qui ne se reflètent pas au niveau social chez tous les Sénégalais. Merci. Qui n'ont pas d'autoroute. Merci. Ouais. Alors, au plan économique, le bilan du président Macky Sall, vous parlez de taux de croissance de 7, quelques pourcents en 2019. On en était à plus de 6% en 2018. Alors, le bilan du président Macky Sall, qui est souvent attaqué au plan économique, qu'est-ce que vous comptez faire pour que le Sénégal aille de l'avant encore? D'accord. Merci. Pour que le Sénégal aille de l'avant. Antoine, je pense que vous-même, moi et les auditeurs de E-Media ont constaté, et ça aussi c'est factuel, que pendant près de 10 minutes, Mme Diop... Moins de 10 minutes, 5 minutes. Pendant 5 minutes, merci. Mme Diop... Merci beaucoup. Madame Diop de PASTEF a eu la possibilité de décliner le programme social de son parti et de son candidat. Elle n'a pas été capable, une seule fois, de dire, et les auditeurs ont entendu, et moi j'ai entendu, de faire une seule proposition concrète sur le plan social. Elle a parlé de diagnostic, elle a parlé d'audit, elle a parlé d'employabilité, elle a parlé d'éducation, etc., réduction. Elle a même dit... Elle a parlé même d'égalité des chances ou d'inégalité des chances, ce qui correspond, nous, à une mesure concrète qu'on a déjà mise en œuvre, la carte
charte d'égalité. Voilà notre différence. Nous agissons. Nous sommes à la fois stratèges et opérationnels. Nous produisons, nous sommes dans le temps de l'action. Nous avons des réalisations et des résultats concrets, probants. Et notre candidat, en 2012, il avait un programme bien clair, le Yono Yokouté. Mais elle a été incapable, je suis ahuri, incapable, une seule fois de nous dire, voilà une proposition. Je la vois là, plongée, effectivement, dans ses feuilles, dans ses notes, dans ses classeurs, peut-être pour trouver une ou deux propositions d'ordre social. Mais malheureusement, elle a été incapable de sortir une seule proposition d'ordre social. Par contre, nous avons un bilan, mais nous avons aussi un programme. En matière pour l'amélioration un peu des conditions de vie socio-économique sociale, nous avions plusieurs axes d'intervention. Par exemple, en termes d'emploi et d'entrepreneuriat, notre candidat a retenu des mesures phares, comme notamment mettre en œuvre. Mais non, monsieur. Ça, c'est notre programme. Oui, parce que ça, c'est mon programme, c'est pas mon bilan. Non, ne lisez pas puisque vous êtes ahuri. Vous êtes ahuri, monsieur, ne lisez pas. Je vous en prie, ne lisez pas puisque vous êtes ahuri quand quelqu'un lit un programme. Allez-y. Mamadou, vous pouvez poursuivre. Voilà. Non, ne lisez pas. Si vous êtes ahuri, ne lisez pas. Oui. Allez-y. Oui, Madame Blondet, on va vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis en train de... Il a utilisé des mots forts. Oui, c'est pas... Chacun doit avoir son document. C'était juste pour montrer la contradiction. Allez-y, vous avez le droit. Merci, laissez-moi l'autre terminer. Vous avez le droit. Merci beaucoup, madame. Je respecte beaucoup les femmes. Très bien, allez-y, Mamadou. Nous avons, Antoine, un programme qui est un document imprimé, distribué, disponible partout, qu'on ne cache pas. Organisé, structuré, le programme du candidat Macky Sall. Avec les deniers publics des Sénégalais. Poursuivez. Je vous laisse faire vos accusations. Merci. Alors, mais vous n'allez pas m'arrêter. Donc, nous avons, un programme, Antoine, qui est là. Les Sénégalais peuvent le voir. Nous l'avons imprimé. Ça s'appelle Ligue Elec. Le rendez-vous avec l'avenir. Oui. Le micro. Imprimé, disponible. Avec nos deniers. Ce qui est là, ce n'est pas un programme. J'ai vu un amas de papier désordonné, désorganisé, des notes, impossible même de lire à distance. Tellement c'est de petits caractères. Oui, mais quand même laissez les documents. Etc. Ce n'est pas un programme, je l'ai vu. Et si elle avait un programme, ça aurait été très simple pour elle. Elle aurait juste ouvert, parce que ce n'est pas mon programme, c'est le programme du candidat. Son candidat a sorti un livre programmatique. Je peux continuer, Antoine? Oui, poursuivez. Merci. Elle aurait juste ouvert la partie de son programme qui parle des mesures liées au social. Et elle aurait lu les mesures du candidat. Moi, lorsque le candidat a un programme avec des mesures claires et nettes, ce n'est plus mon opinion. Je prends le programme, je lis les mesures phares du candidat. Je ne fais pas de digression, rien d'autre, et je dis mesures phares, entre autres, mettre en œuvre un programme d'investissement de 80 milliards pour renforcer l'offre d'infrastructures de formation professionnelle à travers la mise à niveau et la construction de lycées techniques. Mais ça, c'est déjà en cours et le président Macky Sall ne fait qu'accentuer justement la cadence. Pourquoi c'est en cours? Parce que dans le PSE, le PAP 1, il y avait une réforme phare qu'on appelait alignement de l'enseignement supérieur, de la formation sur les besoins de l'économie. À savoir créer les conditions pour un accroissement de l'offre de formation technique et professionnelle afin que les jeunes Sénégalais qui sortent de leur formation puissent augmenter leurs chances de trouver un emploi. Et c'est ce point-là, cette réforme, que le président va accentuer en mettant en place un programme de 80 milliards. Oui. Parce qu'on ne peut pas créer des emplois si on n'a pas une formation de qualité. L'autre mesure phare. L'autre mesure phare, c'est de lancer un programme spécifique de promotion de l'employabilité des jeunes Sénégalais engagés dans l'apprentissage non formel. Parce que, Antoine, les Sénégalais qui sont des tailleurs, qui sont des menuisiers, qui sont des artisans, qui sont des mécaniciens, ils ont aussi leur place dans notre pays. Et il est du ressort justement du président Macky Sall à travers sa politique d'emploi social et inclusive de créer les conditions pour que ces menuisiers, ces mécaniciens, ces tailleurs, ces artisans qui sont dans l'économie informelle puissent justement disposer d'emplois formels et que ces emplois formels-là puissent être comptabilisés. Donc c'est un autre saut qualitatif que le président fait.
Il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, il ne s'agit pas seulement de donner des financements, mais il s'agit aussi de trouver les Sénégalais qui n'ont pas attendu l'État pour travailler, de les trouver sur place, de les aider, de les accompagner afin qu'ils puissent formaliser leurs activités, afin qu'ils puissent justement gagner leur vie, mais contribuer aussi justement donc à la marche de notre économie. Donc voilà Antoine. Et les mesures phares. Je demande aussi, ça c'est juste en matière d'employabilité et de politique sociale. Je voudrais profiter de ce plateau. Je l'ai fait il y a 3 jours sur ma page Facebook, donc ça n'a rien à voir avec ce contexte. Oui. Pour demander à l'ensemble des candidats, ils sont 5, le mien l'a déjà fait, demander à l'ensemble des candidats de publier leur programme, afin que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse avoir la latitude d'en être informé et surtout de pouvoir donc analyser la cohérence d'ensemble des propositions de chaque candidat. Très bien. Aujourd'hui, je suis désolé, ça fait plusieurs jours que je cours derrière les programmes de certains candidats. Il y a que le Qu'est-ce qui vous intéresse dans les programmes des autres? Il y a que le... vous avez juste à défendre votre Non, nous, programme. le programme il est déjà sorti, on ne peut pas le changer. Il est déjà mis à disposition, il est imprimé. Très bien. Mais ça me permet juste de comparer. Dans les débats, de comparer et de montrer facilement. Mais allez directement les voir demander les donc programmes. je le fais, Madame Diop, vous êtes là, vous êtes représentant de Sonko. Je vous demande si vous en avez et si vous avez un document, ce dont je doute. Le livre de Ousmane Sonko. Non, le livre, vous savez bien, c'est des fausses solutions. Je l'ai lu. Très bien. 80% du contenu de ce livre, c'est des diagnostics. Et 80% de ces diagnostics-là reposent sur des données qui ne sont pas factuelles, qui sont fausses, qui sont erronées. Merci. Madame Blondin Diop, alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à votre programme au plan social et puis aussi d'autres aspects qui intéresseraient peut-être le public, les auditeurs qui vous écoutent? Alors, je vais quand même pas laisser passer l'affront. Sans doute. Vous avez la parole. Parce que moi, je ne suis pas un perroquet. Je ne répète pas des slogans. Je réfléchis et je vais au-delà des slogans. Et c'est pour ça que je reviens sur les contenus. Parce que quand je parle, je ne suis pas en train de lire. Je suis juste en train de... Parce que moi, j'ai un métier. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de tous ces domaines qui méritent, quand on parle d'économie, de s'y appesantir. Bien que j'ai un vernis. Mais quand on parle du programme et qu'on aborde, je ne pense pas que, comme monsieur vient de le faire, qu'il y ait lieu d'être ahuri de le voir feuilleter son livre, même si c'est que 3 lignes qu'il a à feuilleter et qu'il trouve que c'est suffisant. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, l'essentiel, il y a un autre volet aussi. Si monsieur peut éditer des milliers de documents de ce genre et se pavaner avec, c'est aux frais du contribuable. C'est aux frais de la ménagère. Ce n'est pas aux frais de gens qui avaient pour salaire, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir, au maximum 300 000 francs CFA et qui sortent des milliards aujourd'hui. On pourrait revenir là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Ça aurait été très simple d'avoir cela. Et je constate aussi que pour l'essentiel, c'est la continuation du PSE. Le slogan est devenu « Donc, moi je dis produire par et pour nous. Nous, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que nous avons des secteurs, l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons la perspective du pétrole et nous avons un certain nombre de domaines sur lesquels nous avons déjà commencé à produire. Et tout cela, votre programme prend ça en charge. Tout cela, nous disons... Est-ce que c'est clairement expliqué, la faisabilité? Évidemment, c'est même quantifié. Comment, au débours, évidemment, c'est un peu une caisse de péréquation. C'est-à-dire des économies d'échelle qui seraient réalisées dans des domaines budgétivores comme le HCCT, comme d'autres chambres de résonance qui servent qu'à caser des clientèles politiques et et de l'argent qui sert à payer des documents qui sont comme cela, que 70% des Sénégalais qui sont soit analphabètes, soit qui n'ont pas le temps de le lire, ne le liront pas. C'est fait pour certaines personnes. Donc, nous, cet argent, nous pourrons l'utiliser déjà pour... Il y a un gros problème, par exemple, au niveau de la dette intérieure quand on parle d'économie. Aujourd'hui, quand on parle de croissance, quand on parle de revenus, quand on parle d'évolution, tout
tous ces chiffres sont en fait masquent une réalité qui est que ce sont des mastodontes des entreprises internationales. Vous en avez un grand à côté de chez vous, qui profitent en réalité de cette manne financière et qui sont souvent qui bénéficient d'autorisations, qui sont défiscalisées. Il y a énormément d'exonérations fiscales et d'institutions budgétaires qui, je pense, si c'était rationalisé et mieux pensé, pourraient déjà, ne serait-ce que à contour égal, dégager des fonds. Maintenant, nous pensons qu'effectivement, l'agriculture il y a lieu aujourd'hui de repenser l'agriculture. Là aussi, j'admets que quand j'entends autosuffisance en riz, je dis bravo. Mais moi, je suis pas loin du salon. Donc, je suis intéressé aussi par l'évolution de l'arachide. Je suis intéressé par la qualité des sols. Là aussi, c'est l'héritage colonial. Le besoin d'engrais. Dans cette économie, il y a d'autres paradigmes. On parle de modernisation de l'agriculture. Mais ça, comme me disait un enfant qui était venu en vacances, j'ai vu au Sénégal où est la daba. Alors que je croyais que ça n'existait que dans les livres. Hein. Oui. Elle était venue en vacances l'été dernier. Quand on parle d'élevage, on parle aussi de restructurer l'élevage et de faire la chaîne de valeur, l'élevage, l'agriculture, et surtout tout ça adossé à une industrialisation. C'est-à-dire jusqu'au bout, donc la production, le secteur primaire, le secteur secondaire avec l'industrialisation, la transformation, oui. Le secteur tertiaire avec la commercialisation, oui. Et les débouchés en faisant d'abord la bonne place au marché intérieur, au marché sous-régional, et que notre secteur, surtout notre secteur privé national soit respecté. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre secteur privé national, elle est maltraitée, parce que quand on va jusqu'à lui dire, vous n'avez qu'à faire comme d'autres. Parce que, monsieur, je ne veux pas faire de la publicité, mais votre voisin qui a une énorme surface ici, son budget, c'est 10 fois le budget du Sénégal. Alors, dire au secteur privé Sénégal, faites comme ces gens-là, c'est manquer de vision. Très bien. C'est ne pas comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation, oui. Et que nos petits ont besoin d'être accompagnés et nous fagarlen jusqu'à ce qu'ils puissent conquérir le monde. Très bien. Il nous reste 5 minutes pour boucler cette émission. Espace politique qui reçoit Mamadou Thiam de la coalition Benno Bokk Yakaar et Madame Fatou Blondin Diop de la coalition Sonko Président. La question de la bonne gouvernance sous Macky Sall préoccupe peut-être beaucoup de Sénégalais. Et on s'interroge. L'opposition dit qu'il y a des problèmes de bonne gouvernance sous le président Macky Sall. Mamadou Thiam, j'aimerais bien entendre votre opinion là-dessus, parce que ça fait aussi partie du bilan du président sortant. Tout à fait, Antoine. Oui, en 2 minutes, si vous permettez. Effectivement, constater et le rappeler. Le rappeler très fort. Je n'ai pas entendu une seule proposition formulée par Madame Diop, qui représente le candidat Ousmane Sonko. Je n'ai pas entendu une seule proposition tirée du programme de Ousmane Sonko. Deuxièmement, je l'ai interpellé publiquement devant les Sénégalais, car mon candidat, M. Macky Sall, il a un programme avec lequel je suis venu. Je l'ai interpellé et j'interpelle M. Ousmane Sonko. Je l'interpelle en lui demandant de publier son programme s'il en a. Très bien. Bonne gouvernance. Le seul programme, je termine, le seul programme dont dispose M. Sonko et Mme Diop l'a démontré, c'est une capacité extraordinaire à utiliser des mots et un langage presque eschatologique. Comme Ayuri. En accent de perroquet. Comme Ayuri. En utilisant un certain nombre d'éléments de langage, ils ne savent que critiquer. Ils ne savent que crier. Ils ne savent que vociférer. Le Nyak Diom, on le sait, qu'il a dit, je vais vous fusiller, je vais fusiller. Ces gens, il faut les fusiller. Dagan, on sait qu'il a dit. On nous a fusillés. Ceux qui insultent les Sénégalais sur les réseaux sociaux à longueur de journée, nous savons qui ils sont. Sur la bonne gouvernance, rapidement. Sur la bonne gouvernance. Oui. Je pense qu'Antoine, en matière de bonne gouvernance, le président de la République a posé quand même plusieurs actes. Le premier acte et le plus important, c'est de mettre en place le CREI. La CREI, oui. La CREI, plutôt. Il fallait créer les conditions d'une reddition des comptes. Moi, je suis très content de la CREI. Parce que demain, en 2024,
lorsque le président de la République aura terminé son deuxième et dernier mandat, il sera loisible au président qui le remplacera d'activer cette même CREI. Et tout ce qu'on lui reproche par rapport à la gestion... Il peut activer la CREI. Oui. C'est tout à fait normal. Dans la gestion des affaires, le frère, tout ça. Oui. À ce que tous ceux qui ont géré le Sénégal puissent répondre justement donc à la CREI. Donc il n'y a pas de problème. Commencez maintenant. Nous avons commencé maintenant. Avec les rapports de l'OFNAC. Allez-y. Nous n'avons pas, contrairement à certains candidats qui pendant 15 ans ont été dans ce système, ont bénéficié de passe-droit, de faveurs, qui leur ont permis de construire des maisons dont l'une d'entre elles est estimée à plus de 300 millions. Qui sont-ils? N'avait pas déclaré. Sonko. Oui. Il n'a pas déclaré cette maison d'un coût de 300 millions qu'il a revendue en catimini en le cachant de sa déclaration de patrimoine. Il n'a pas déclaré ces dizaines de terrains dont on a dit cela n'engage que vous lui appartiennent. Vous êtes à la présidence et vous savez tout ça. Et il n'a pas répondu. Donc aujourd'hui, il ne peut pas vous répondre à vous. Lorsque vous dites que nous avons fait ce programme sur la base de deniers publics sans avoir aucune preuve, madame. Oui. Quelle est la seule preuve que vous avez? Très bien. Mais en le faisant, vous êtes fidèle à votre démarche. Merci, Mamadou. Vous êtes fidèle à votre démarche et à celle de votre candidat, qui consiste uniquement, sans qu'on ne sait faire qu'une seule chose. Alors ne nous imitez pas, répondez sur les institutions. Répondez sur les institutions. Ne faites pas comme nous. Vous ne voulez pas de ça. Ne faites pas comme nous. Vous perdez du temps, monsieur. Parlez de vous. Madame. Vous savez, c'est triste. J'ai l'impression que c'est vous l'homme et que c'est moi la dame. Tellement je suis plus posé que vous, plus calme que vous. Alors, nous avons l'OFNAC, nous avons la CREI, nous avons l'inspection des finances qui fait son travail. Aujourd'hui, si on parle du PRODAC, de certains aspects du PRODAC, il y a l'inspection des finances qui a fait ce rapport-là. La plupart des scandales dont on parle aujourd'hui et qui concerneraient l'époque actuelle et même l'époque d'avant, ça a été fait sur la base de rapports de structure. Le travail, c'est la gestion justement des deniers publics. Vous êtes irréprochable au plan bonne gouvernance, ce que vous voulez dire. Je ne le dirai pas, mais je dis qu'on a fait quand même beaucoup de bons en merci. Avant. Madame Fatou Blondin Diop, justement sur la bonne gouvernance, sous Macky Sall. Justement, parce que vous comptez faire. Je veux dire, moi, à titre individuel. Sonko va fusiller tout le monde. C'est ça son programme en matière de gouvernance. Oui, Mamadou, vous la laissez quand même développer. Allez-y, madame. Sur le plan, justement, sur ce côté-là, une personne comme moi attendait énormément du président Macky Sall en 2012. D'abord parce que ça n'engageait pas beaucoup de fonds, contrairement aux mesures économiques. On est quand même un pays pauvre et il faut aller chercher de l'argent. De ce point de vue-là, j'attendais beaucoup. Mais qu'avons-nous à l'origine? La CREI, elle meurt de sa belle mort. On n'en parle plus. Voilà. Ces résultats, nous les connaissons tous, instrumentalisés dans un objectif bien précis dont les résultats se font voir aujourd'hui au niveau des candidats. Quant au dossier qu'on accepte de diligenter, comme quand il s'agit de la mairie de Dakar, et des dossiers transmis par l'OFNAC depuis 2014-2015, que ce soit le dossier du pétrole, Petrotim, où on a vu quand même l'incidence de la famille du frère, vendre à qui est journaliste, à qui on donne des contrats de recherche, qui les revend sans fiscalisation, et l'autre qui les revend, et tout ça n'apparaît nulle part. Voilà, c'est son métier que je sache. Un journaliste n'a pas le droit d'avoir des fonctions de direction. Notre code pétrolier est clair. On ne peut pas donner de contrat de recherche à quelqu'un qui ne dispose pas de l'expertise sur une quinzaine d'années, des moyens financiers. On parle d'entreprise ou de personne. Voilà. C'est l'entreprise. Allez sur terminé. Les Sénégalais l'ont vécu. On a vu le coude. On a vu les dossiers du coude qui sont aussi passés sur le silence. On a même vu, Monsieur Diouf, quelqu'un qui était déjà en cours de procédure pour rendre des comptes être extirpé pour être nommé PCA. On l'a vu au Sénégal. Son dossier est à l'OFNAC, dans le domaine des transports, extirpé pour être valorisé. On l'a vu dans ce Sénégal. Quand on passe à autre chose, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État et tous ces organes
ont disparu Très bien. du paysage. Merci. On ne les entend plus, Merci. ne publie plus de rapports, Merci. et on ne sait pas pourquoi. Oui. Et c'est certainement que l'argent est passé à rédiger ce nous document. sommes au terme de C'est le Sénégal de 2019. Espace politique. Et nous espérons que c'est fini. C'est fini aujourd'hui pour Espace politique. Nous recevions Madame Fatou Blondin-Diop et Mamadou Thiam. Fatou Blondin-Diop de la coalition Sonko Président et Mamadou Thiam de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Instant Sec. Demain, rendez-vous à la même heure, même fréquence.